l'édition de la rédaction. Et on démarre donc votre édition de la rédaction pour revenir aujourd'hui sur les enjeux de la visite de Mahmoud Abbas hier ici à Bruxelles. Pour nous en parler, nous recevons Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques et chercheur associé à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Sébastien Boussois, bonjour et merci d'être avec nous ce midi. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, toute première question, bien sûr, on le disait il y a un instant, le président palestinien était ici dans la capitale de l'Europe. Il a notamment rencontré la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, pour lui demander une chose, la reconnaissance de la Palestine. La réponse, c'est non. Est-ce que ça nous étonne ? Non, il n'y a évidemment strictement aucune surprise quand on voit la pluralité de voix qui se positionnent les uns et les autres autour de cette question depuis maintenant bien des années. On sait très bien qu'une seule voix unie, incarnée par Federica Mogherini, emporte finalement aujourd'hui une partie des positions et des positionnements que l'on peut voir aussi bien en Europe de l'Est que dans nos pays. Donc il n'y a évidemment aucune surprise. On a tendance en général à considérer qu'il faudrait que pour revenir à la table des négociations, il faudrait qu'il y ait des deux côtés une volonté de le faire. Et puis finalement, les uns et les autres s'opposent à une reconnaissance unilatérale, en l'occurrence pour la question palestinienne. Je crois que Mahmoud Abbas, j'ai un peu de... Quand je dis de tristesse, c'est-à-dire je vois bien que ce personnage essaye de faire des choses et venir évidemment dans la capitale de l'Union européenne au moment où Mike Pence est déjà en train de préparer finalement les travaux de l'ambassade à Jérusalem, c'était un moyen de basculer et d'essayer d'avoir peut-être un nouveau médiateur qui pourrait être l'Union européenne. Or, en réalité, on se rend compte que l'Union européenne n'est pas plus à même probablement d'être véritablement un médiateur dans cette question-là. Et donc la réponse de Federica Mogherini, qui est un non, signifie avant tout une volonté de dire on doit repasser par une table des négociations, on ne fera pas une reconnaissance unilatérale. La réalité est que de toute façon, quand bien même, toutes les reconnaissances que Mahmoud Abbas a obtenues en 2012 auprès des Nations Unies ou à l'UNESCO ou au moment de l'adhésion à la Cour pénale n'amènent strictement à rien du tout, puisque le problème fondamental n'est pas juste une question de reconnaissance. Alors, en contrepartie, pour ne pas laisser repartir Mahmoud Abbas bredouille, les diplomates européens ont évoqué un accord d'association de l'Union européenne, un accord de partenariat, en quelque sorte, pour essayer d'effacer un vieil accord conclu il y a maintenant 20 ans avec l'OLP. De quoi s'agirait-il en fait cet accord d'association ? Ce qui est intéressant d'abord sur l'histoire de l'accord d'association, c'est de savoir qu'Israël a toujours une longueur d'avance. Et ça, c'est évidemment une question d'organisation aussi au sein même des institutions européennes. Il y a des forces politiques qui sont plus influentes et qui pèsent davantage. L'accord d'association avec Israël a déjà un certain nombre d'années et qui permet à Israël d'être pratiquement un État considéré comme État membre de l'Union européenne. Israël participe à des réunions très secrètes en termes de sécurité auprès de l'Union européenne, alors qu'il n'est pas considéré et il n'est certainement pas un État membre de l'UE. Côté palestinien, on essaie effectivement de donner, si je puis me permettre, un os à ronger à Mahmoud Abbas. Je crois qu'une question d'accord d'association qui puisse permettre d'un point de vue politique, de coopération économique et peut-être sécuritaire, est un moyen de donner un gage à Mahmoud Abbas, ne serait-ce que pour permettre une facilitation notamment de la circulation et de l'arrivée d'un certain nombre de produits, car on connaît tout le processus extrêmement compliqué que doit traverser une économie palestinienne pour subsister. Donc je crois qu'on donne cet accord d'association, mais encore une fois, il y a un tel décalage, un tel retard dans ce qui est traité entre l'Union européenne et Israël et ce qui est ensuite traité côté palestinien, que ce ne sont que des friandises et que le problème fondamental ne sera certainement pas résolu avec cette question de l'accord d'association. Alors, on a l'impression aussi qu'à travers la réponse de Federica Mogherini, les Européens ne veulent pas trop s'effriter avec un partenaire important qui reste très important au sein de l'UE, c'est Israël finalement. S'effriter ou se friter ? En fait, c'est la vraie question. Je crois que on voit aujourd'hui, et ce depuis des décennies, que le soutien à Israël se fait du côté occidental de manière presque inconditionnelle. Je ne parle pas de quelque remise en cause que ce soit par rapport à l'État d'Israël. Je dis bien que Israël a toutes les possibilités de se protéger, d'assurer sa sécurité, mais sur la question même de la coexistence pacifique avec un État à côté dans ses propres frontières reconnues par le droit international, on a été, je dirais, extrêmement défaillant, aussi bien évidemment avant tout côté américain que du côté de l'Union européenne, parce que il y a énormément de résolutions du droit international qui n'ont pas été respectées. Alors beaucoup d'États ou beaucoup de situations se sont faites en dehors du droit international. Il suffit de voir les dernières déclarations de Donald Trump. Je crois que il y a une volonté
de ménager Israël. Mais pourquoi est-ce qu'Israël s'en priverait en réalité aujourd'hui? Parce que la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahou, n'a jamais été aussi puissante, que ce sont aussi des moyens extraordinaires pour Trump et pour Netanyahou de détourner l'attention de leur propre situation politique où tous les deux sont en situation de ballottage, si je puis dire, parce que Trump, on ne sait pas s'il ira jusqu'au bout. Et finalement, Benjamin Netanyahou, ces affaires de corruption qui n'arrêtent pas de monter, puis après c'est son fils, puis après c'est tout ça, et ils sont toujours au pouvoir. Donc on a quand même l'impression que on soutient effectivement des hommes politiques qui ne sont pas forcément toujours, je ne dirais pas légitimes, puisqu'ils sont arrivés par la voie des urnes, mais qui n'ont en tout cas certainement pas forcément la plus grande logique, ou en tout cas la volonté de parvenir à des négociations de paix. Et je conclus du côté palestinien, quand je disais que j'avais un peu de tristesse pour Mahmoud Abbas, ça aussi c'est une véritable question, parce que cette autorité que j'appelle souvent l'inautorité palestinienne, pour lequel on reproche beaucoup de choses, notamment la question de la succession à un moment ou un autre démocratique de Mahmoud Abbas, la question fondamentale de se dire comment est-ce qu'on peut véritablement exister, se faire respecter si on est dans un accord de coopération sécuritaire avec Israël depuis 1993 et les accords d'Oslo qui sont morts aujourd'hui. Je crois que beaucoup de Palestiniens en veulent aussi à l'autorité palestinienne de ne pas être parvenus à une relance des négociations, aussi compliquées soient-elles, et la situation sur le terrain est dramatique, et ça c'est du fait d'un certain nombre de mécanismes dont on va parler. Donc finalement les décideurs palestiniens, pour ne pas dire l'autorité palestinienne comme on a tendance à l'entendre, a aussi sa part de responsabilité dans ce qui se passe finalement. Je crois qu'il y a plusieurs, il y a une chaîne de responsabilités qui est avant tout évidemment l'impossibilité de bloquer le gouvernement israélien soutenu par les Occidentaux sur la question de la colonisation, sur la question du traitement des Palestiniens, sur la question des incursions, sur la question donc de la colonisation, avec Mike Pence qui nous dit que de toute façon sa priorité c'est de repeupler la Judée-Samarie à la mode antique. Il dit bien Judée-Samarie d'ailleurs. Oui, il dit Judée-Samarie bien sûr, parce que c'est évidemment le soutien, le premier soutien des sionistes, enfin en tout cas des nationalistes et des religieux en Israël, et c'est aujourd'hui le premier attaché de presse des évangélistes qui soutiennent largement cette idée de toute façon de reconquête de Jérusalem et du grand Israël, d'Eretz Israël, parce que ça respectera les prophéties et parce que en allant vers petit à petit ce jugement dernier par un certain nombre d'éléments à mettre en avant en termes de politique, à commencer par Jérusalem, capitale éternelle du peuple juif, cela faciliterait à la fois la disparition et la résurrection d'une nouvelle civilisation purifiée, etc. Donc on est dans du mélange de politique et de religieux extrêmement compliqué. C'est la même chose concernant l'autorité palestinienne, que ce soit le Hamas ou que ce soit l'autorité, ils sont dans un mélange des genres, ils sont aujourd'hui dans une situation compliquée, ni l'un ni l'autre n'ont donné satisfaction aux Palestiniens. Que faire à la place? C'est une vraie question. Je crois qu'on peut aussi, sans problème, s'interroger sur des années et des années d'autorités palestiniennes qui sont par moments ou qui ont été dans une gabegie. Mais je pose cette question et je ne suis pas un fan de Donald Trump, loin de là. Tout cet argent qui arrive sur la Palestine avec quelque chose qui ne permet d'arriver à rien du tout doit véritablement permettre de se poser la question en amont et de dire aujourd'hui est-ce qu'on a une véritable solution politique ou est-ce qu'on continue à arroser par culpabilité dans des infrastructures qui sont détruites par Israël ou dans un fonctionnement d'une autorité palestinienne qui est totalement déconnectée du monde et totalement déconnectée d'une réalité. Je ne crois pas que tous auraient peut-être un intérêt à ce que l'État palestinien demain voie le jour. Alors pour revenir à la question de Jérusalem, on sait que Mahmoud Abbas et l'ensemble du monde politique, en tout cas palestinien, est en ébullition depuis l'annonce du locataire de la Maison-Blanche à propos de Jérusalem. Selon vous, cette déclaration était prévisible? En tout cas, vous l'avez prédit sur notre antenne il y a quelque temps déjà. Oui, je crois que quand j'ai publié ce livre en 2015 qui s'appelle Israël entre quatre murs, la politique sécuritaire dans l'impasse des éditions du GRIP, je m'étais interrogé bien sûr, puisque déjà en 2009-2010, il y avait ces discussions, il y avait ces échanges autour d'un possible déplacement de l'ambassade américaine, et il y avait déjà les premiers travaux qui étaient en train de se faire sur la route de Bethléem à Jérusalem, et on savait très bien que c'était là que l'ambassade allait être. En fait, il s'est trouvé qu'il y a eu un sursis. C'est que l'administration américaine et en tout cas les 8 ans de présidence de Barack Obama ont gelé évidemment ce type de décision-là, et que finalement, même si Barack Obama n'est parvenu à aucune solution sur cette question-là, en tout cas, il a permis de calmer
un petit peu le gouvernement israélien, puisque les relations étaient détestables et extrêmement compliquées depuis 2008 jusqu'à 2017. Aujourd'hui, c'est un boulevard pour le Premier ministre israélien. Il savait très bien, en ayant à l'époque essayé de soutenir en 2012 Mitt Romney contre Obama, évidemment, il était le premier ravi que Donald Trump soit élu. Donald Trump n'est pas vraiment un religieux, n'est pas un croyant outre mesure. Donald Trump est un businessman, mais il est entouré évidemment d'un électorat évangéliste extrêmement important. Vous avez les 3/4 de son électorat protestant qui sont issus d'églises évangéliques. Vous avez Mike Pence qui en fait partie et qui sont dans ce soutien, ce premier soutien. Aujourd'hui, le plus grand soutien à l'international et donc dans des décisions comme Jérusalem décrétée capitale de l'État d'Israël sont évidemment en dehors d'Israël, en dehors de la diaspora israélienne. Ce sont les sionistes chrétiens aux États-Unis et pas uniquement, puisque vous avez une explosion du nombre d'évangélistes dans le monde, que ce soit en Amérique du Sud ou en Chine, à un moment ou un autre, je ne sais pas. Est-ce que ça fera basculer, est-ce que ça changera les choses? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est évidemment une décision du mois de décembre extrêmement grave qui a permis aussi de montrer que l'unité arabe, on en avait fait le deuil bien sûr, mais qu'en tout cas des pays arabes qui essayaient de protester, qui essayaient de remuer, je pense au Maroc par exemple, avec le roi du Maroc qui est quand même le président du comité Al-Quds, il a contesté, très bien, dont acte. La Jordanie, qui est gardienne des lieux saints et de la partie musulmane, en l'occurrence de l'esplanade des mosquées, qui a protesté, mais qu'est-ce qu'elle peut protester? Elle est dans une situation économique dramatique, elle ne tient en partie que par le soutien américain qui lui donne chaque année beaucoup d'argent pour avoir signé la paix avec Israël. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut même pas espérer un balancier ou une sorte de contrepoids ou de balance du côté des pays arabes, si ce n'est une agitation dans la rue qui ne dure jamais très longtemps. Alors après la décision de Trump, conséquence directe, les Palestiniens ne veulent plus que les États-Unis jouent, en tout cas s'ils disent, un rôle quelconque dans les négociations. Est-ce qu'on peut faire réellement sans les États-Unis dans ce dossier? Mais je donne toujours cette image. Si je suis embauché pour un job et que le job, je le fais pas bien, bon, bah voilà, au revoir, on passe à un autre. Dans la diplomatie, les États-Unis ne tiennent que par le rôle qu'on leur a conféré depuis 1918 et 1945 et 1991. Ils ont été les grands vainqueurs. Non seulement on considère qu'ils sont aujourd'hui l'incontournable médiateur pour toutes les crises presque dans le monde. On se rend compte que sur la question de la Syrie, on a évidemment eu à revoir un peu, puisque avec le désengagement américain, la Russie a pu s'engouffrer. La nature a horreur du vide, la Russie s'y est engouffrée. Je crois que on peut faire sans les États-Unis à partir du moment où ils n'ont rien apporté depuis l'échec des négociations de Camp David. Je me suis toujours interrogé, y compris dans le livre, sur la possibilité d'un médiateur régional. Ça serait évidemment probablement la meilleure chose qui puisse passer. Je crois qu'il y a des choses à surveiller du côté de l'Arabie Saoudite, puisque l'évolution des relations entre Israël et MBS et le futur prince héritier sont à mon avis intéressantes. On peut les contester, on peut les critiquer. Le rapprochement israélo-saoudien est là, est clair et net. Or, il faut se souvenir qu'en 2002, un des meilleurs plans de paix qui est encore considéré aujourd'hui par les chercheurs et par les spécialistes comme celui qui serait le plus juste pour une résolution, pour la création d'un État palestinien, pour une réflexion sur le droit au retour, en tout cas le dédommagement sur la question de Jérusalem, c'était le plan de paix de la Ligue arabe en 2002. Or, il a été balayé d'un revers de main en 2002 par Israël. Voilà, peut-être que la relation entre l'Arabie Saoudite et Israël, telle qu'elle évolue aujourd'hui contre l'Iran, pourra, je ne sais pas, à un moment... On se prend tous, évidemment, à rêver d'une solution. Ce qui est clair, c'est que les États-Unis ne l'ont pas apporté, qu'ils ne sont pas un médiateur tel que Mahmoud Abbas le dit, mais en même temps, c'est pas véritablement une surprise. Et je crois qu'il faudra voir ce qui se passera après Donald Trump. Ça, c'est le grand mystère. Et il faudra aussi voir ce qui se passera du côté russe et du côté chinois, parce qu'il ne faut pas oublier que le monde a glissé. Et qu'à un moment ou un autre, le vrai Orient, enfin en tout cas celui qui est le plus extrême, pourra probablement peut-être peser dans ce type de situation-là, à partir du moment où, je prends en tout cas Donald Trump et son administration comme le signe d'une part de déclin et d'une réaction au déclin, sera passé véritablement vers l'Est. Alors, le président de la Knesset, Yuli Edelstein, j'espère que je l'ai bien prononcé, est aujourd'hui à Bruxelles. Et pour lui, la reconnaissance de la Palestine est un scénario à oublier, carrément. Une position logique selon vous, ou est-ce plutôt contre-productif pour ce qu'on appelle encore les espoirs de paix? Écoutez, je vais vous dire un secret. Je pense que personne ne nous écoute. Nous sommes intimes. Je crois malheureusement, et c'est ce que j'avais écrit dans le livre,
je crois que malheureusement, il n'y aura pas d'État palestinien. Aucune des parties qui pouvaient peser n'a véritablement fait pression pour que ça puisse arriver. Aussi critiquable soit-il, j'en parle souvent, j'ai des amis des deux côtés, j'en parle avec les uns et j'en parle avec les autres, je respecte leurs positions, leurs arguments, je suis pour le respect du droit international, mais ce droit international finalement reste une vague utopie. Je crois que ce que dit Edelstein est très juste. Je suis en désaccord, mais je crois que malheureusement, la politique israélienne est un bulldozer. La colonisation n'a pas arrêté. Je ne vois pas comment, même par des transferts de population, de territoire ou d'échanges, on va permettre à ces 350 000 ou 400 000 colons ou habitants des implantations et à Jérusalem-Est, comment on va les faire revenir dans les dites frontières de la ligne verte du 5 juin 67, qui devait être a priori la vraie frontière qui aurait séparé ces deux États. Je ne vois pas d'issue aujourd'hui. Pour moi, c'est malheureusement trop tard. La question est donc du coup de réfléchir, et encore une fois, je ne suis pas en train de défendre ou de le dire, je dis juste que la question qui est en train d'arriver, c'est comment est-ce qu'on peut réfléchir à un État confédéral ou un État binational tel qu'on l'appelait, parce que je ne crois pas qu'il y aura d'État. C'est probablement ce qui aurait dû se passer qui était la meilleure solution, y compris en termes de sécurité pour les Israéliens, parce qu'en fait le gouvernement est en train d'œuvrer à une fragilisation énorme et démographique et sécuritaire d'Israël à partir du moment où il faudra intégrer une partie de ces territoires palestiniens. Voilà, le temps passe très très vite, peut-être encore en une petite minute pour résumer un petit peu tout cela. Sébastien Boussois, pardon, le mot de la fin avant de nous quitter. Le mot de la fin, je crois que j'en ai donné quelques éléments. Si le thème de notre débat était de s'interroger sur la possibilité que l'Union européenne puisse jouer un rôle, je crois que nous sommes dans une impasse de pays qui ont eu un rôle, qui ont eu une influence néfaste dans cette situation. Je crois que d'un point de vue local, s'en remettre à des médiateurs étrangers et extérieurs, ça me paraît extrêmement compliqué, et qu'en même temps, je ne vois pas aujourd'hui, nous sommes face à un mur d'un côté et de l'autre. La question à remettre avant tout en avant, c'est la question du respect du droit international, et ça interroge du coup le fondement même de notre communauté internationale, des Nations Unies, de toutes ces organisations qui se révèlent être extrêmement impuissantes face à la transformation de la géopolitique d'aujourd'hui, face à la transformation des États, face aux internationales terroristes, face à toutes ces difficultés-là. Je crois qu'il faut remettre la charrue avant les bœufs et s'interroger maintenant désormais sur les manières de véritablement permettre d'appliquer un droit qui puisse concerner, qui puisse être obligatoire et concerner toutes les parties, palestiniens du Hamas comme mouvement terroriste, comme gouvernement israélien, quand il dépasse le cadre de ce qui lui était autorisé. Voilà, c'était donc la conclusion de Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques et chercheur associé à l'Université libre de Bruxelles. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Un excellent appétit si vous êtes à table. Arabelle FM à Bruxelles. Sur le 106.8. Arabelle FM. Vous avez un bien immobilier.